Plaisir et jouissance, ce sont des thèmes qui traversent littéralement toute l'histoire de l'humanité. Des thèmes qui ont vu les philosophes se pencher sur eux, qui ont nourri les arts, tous les arts en général, et qui continuent à interroger la psychopathologie à travers un certain nombre de symptômes, de souffrances qui sont comme en orbite autour de ces deux notions. Ces symptômes qui concernent le plaisir ont été évidemment déjà éclairés de maintes façons par un certain nombre d'auteurs et par des thérapeutes de tous horizons. On a bâti des théories, on a avancé des explications, on a formulé des hypothèses et parfois il y a eu un regard original, un regard différent qui s'est posé sur eux, un peu comme si les symptômes en question, les souffrances liées au plaisir et à la jouissance donnaient à voir une autre perspective. Parmi ces regards différents, il y a celui du docteur Lucien Israël dans un ouvrage qui demeure toujours aujourd'hui une référence, l'hystérique, le sexe et le médecin. Quand on parcourt la quasi-totalité de l'œuvre de Freud, on se rend compte que le médecin viennois utilise essentiellement le mot allemand « Lust » pour dire le plaisir. Et si l'on se réfère à son livre « Au-delà » du principe de plaisir, il faut se souvenir que Freud définit le plaisir comme étant la réduction de toutes les tensions, c'est-à-dire une espèce de remise à zéro, quelque chose qui se rapproche de l'inorganique, de l'inanimé, quelque chose qui se rapproche finalement de la mort. Alors d'abord, il ne faudrait pas voir cette tension qui précède le plaisir et qui permet la détente, la décharge, il ne faudrait pas la voir comme l'équivalent d'une souffrance dont on chercherait à se défaire à tout prix. Il ne faudrait pas non plus, surtout pas, la voir comme un état de bonheur et de bien-être. Non. La seule chose objective, relativement objective que l'on peut en dire, c'est que pendant l'état de tension, l'individu a le sentiment d'être vivant. Voilà. Par le fait même d'être en tension, il se sent vivant. Et pourtant c'est dans cette phase d'excitation que l'individu n'a qu'un seul désir, en finir à tout prix, arriver au terme de la tension, et que ce soit par le plaisir ou par la mort. Il faut entendre la contiguïté de ces deux termes, de ces deux notions, le plaisir et la mort. Parce que c'est une contiguïté que Freud a mise en lumière et que l'on peut retrouver dans le langage familier, le langage quotidien qui évoque souvent le fait de mourir de plaisir, de la même façon que l'on appelle souvent l'orgasme, la petite mort. Alors, la question qui nous intéresse dans cette réflexion, c'est le nom que l'on peut donner à la phase de tension qui précède le plaisir et qui lui est indispensable. Cette phase qui est signe de vie, signe que le patient est bien vivant et qu'il est désirant. Eh bien, cette phase, nous l'appellerons la jouissance. La jouissance, c'est ce qui permet de se sentir vivant, de se sentir désirant. Et on peut évidemment comprendre que certains préfèrent demeurer dans cette jouissance malgré les désagréments, malgré les souffrances qu'elle présente, plutôt que de risquer de la perdre.
et de la perdre pourquoi? Pour un plaisir très éphémère. Et là, voilà que soudain certains symptômes, certaines souffrances pourraient s'éclairer d'un jour nouveau. En l'occurrence, la frigidité ou encore, chez l'homme, l'impossibilité d'éjaculer. Eh bien, ces deux symptômes évoquent évidemment a priori un corps qui parle. Et un corps qui parle évoque naturellement la structure hystérique. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit pas de côté. Juste un pas de côté et de nous déplacer de l'hystérie jusqu'à l'obsession. Parce qu'il y a une autre forme de jouissance que l'on connaît bien chez l'obsessionnel. La jouissance qui consiste à différer le plaisir de la fin de quelque chose. Alors évidemment, chez l'obsessionnel, on pense tout de suite à la rétention fécale ou encore à la rétention urinaire. Seulement, si le stade anal, en tant que stade de développement, peut légitimement être considéré comme un franchissement, comme une étape indispensable, eh bien la rétention en tant que symptôme chez l'adulte apparaît comme l'incapacité de mener un projet à son terme. L'inaptitude à conclure. On peut y voir les formes les plus graves, les plus lourdes de ce que l'on appelle dans les magazines psy la procrastination. Procrastination qui s'apparente en tant que symptôme, une fois décrypté et élaboré par le patient, qui s'apparente au refus d'accepter l'idée même de la mort. De la même façon, le symptôme de la rétention souligne une confusion qui existe dans l'esprit du sujet obsessionnel, confusion entre, d'une part, le boudin fécal et d'autre part, un produit génital qui pourrait être le sperme ou encore un enfant. Et une fois de plus, on s'aperçoit de la proximité, de l'intimité de certains signifiants dans l'inconscient. Pourquoi ce petit écart de l'hystérie vers l'obsession? Eh bien, pour souligner qu'il y a une très forte ressemblance entre la rétention anale et le maintien de la jouissance. Et il ne faudrait pas considérer la jouissance contre une lutte, contre un quelconque besoin, que ce soit un besoin matériel ou un besoin naturel. Autrement dit, l'enjeu, ça n'est pas seulement la maîtrise des sphincters. Non, il y a autre chose. Il y a quelque chose de l'opposition à la mère, et pas n'importe quelle mère. Une opposition à la mère guette au trou, comme l'appelle le professeur Israël. Cette mère qui demande, je cite, à ce qu'on lui apporte d'une façon obéissante en temps et en heure le produit de ses entrailles. Bon. Eh bien, pour ne pas confondre rétention anale et jouissance, considérons que dans la rétention anale, c'est un objet qui est en jeu, c'est le boudin fécal. En revanche, dans la jouissance, c'est le sujet lui-même. Donc la jouissance n'est pas une quelconque forme de lutte contre un besoin. Elle est conscience d'un désir. Alors qu'il s'agisse de frigidité ou d'impossibilité d'éjaculer, faudrait-il positionner ces deux symptômes du côté de la jouissance ou plutôt du côté du plaisir? Faut-il les considérer comme une impossibilité d'accéder au plaisir ou au contraire comme une volonté de demeurer dans la jouissance? Nous avons vu que l'accès au plaisir implique un état préalable
de mise en tension. Nous avons également souligné que le plaisir, c'est la fin de la jouissance, c'est-à-dire c'est la perte de la jouissance. Nous pourrions donc en conclure que l'hystérique, homme ou femme, frigide ou ne pouvant éjaculer, n'est pas du tout incapable d'éprouver le plaisir. Simplement, il refuse d'éprouver le plaisir. Et donc, la perspective ouverte par ces deux symptômes débouche sur cette conclusion que le problème ne serait pas du tout celui d'une impuissance, d'une impossibilité, d'une incapacité. Le problème ne serait pas celui d'un ne pas pouvoir, non. Le problème, ce serait celui d'un refus, celui d'un ne pas vouloir. Évidemment, il est nécessaire de préciser que ce refus n'est jamais une volonté consciente de maintenir la jouissance. C'est seulement dans le cours de l'analyse que le sens du symptôme pourra être mis en lumière. Et c'est à ce moment-là qu'une question, je dirais, inattendue se pose. Si la conservation de la jouissance donne à l'hystérique l'illusion de demeurer désirant et donc de demeurer vivant, si elle conditionne la vie même du sujet, alors comment peut-on imaginer une quelconque guérison de l'hystérique? Comment peut-on même imaginer que la guérison constituerait le but de l'analyse? Parce que envisager une telle issue, eh bien, consisterait à faire accepter à l'hystérique l'idée de sa propre mort.